Ce matin, dans la presse, c'est un peu à chacun ses champions. Il y a clairement deux camps, ceux qui votent pour la politique et ceux qui votent pour le sport. Dans la première catégorie, vous trouverez 20 minutes qui titre Hamon champion, Libération qui se réjouit de voir une gauche de gauche. C'est la gauche selon Hamon en une de Direct Matin. La Croix s'inquiète de son côté déjà pour le candidat socialiste. Pour Benoît Hamon, le plus dur reste à faire. Valls recalé en primaire. Pour Hamon, tout reste à faire. C'est pratiquement le même titre pour l'Humanité. L'Opinion coupe la politique et sa une en deux. Côté gauche, Hamon emporte la primaire, le PS au bord du schisme. Côté droit, fragilisé, Fillon riposte par l'Unité. Et puis le Figaro lui plante le décor présidentiel, le scrutin où tout peut arriver. On en parle dans un instant avec Édouard Leclerc. Et puis il y a ceux qui préfèrent le sport à la politique en une. Champion titre aujourd'hui en France, champion au pluriel, une partagée entre Nicolas Karabatic et Roger Federer. Et puis l'équipe qui titre les maîtres du temps, et on retrouve les mêmes, l'équipe de France de hand et Roger Federer. L'un et les autres sont tout simplement gigantesque, écrit Jérôme Casadieu dans son édito à la une. Marion Calais, dans la presse quotidienne régionale, ça donne quoi ce matin ? Eh bien, même chose, deux champions à la une, celui de la gauche, Benoît Hamon qui porte l'estocade pour la Provence, qui s'affiche rose à la main dans l'Indépendant. Hamon, oui, mais avec qui, se demande l'Est républicain ? C'est la revanche du frondeur pour la Nouvelle République. Et en Saône-et-Loire, terre d'Arnaud Montebourg, qui l'a soutenu après le premier tour, le report des voix a été clair. C'est ainsi qu'à Lafrette, près de Chalon-sur-Saône, Benoît Hamon obtient un 20 sur 20, 20 voix sur 20, un joli 100%. Et le Télégramme ce matin de donner la parole aux proches du vainqueur de la primaire, qui a fait 67% dans la ville de Brest, où il a grandi, où il a étudié. Hamon président, ça fait 20 ans que j'y crois, dit son frère. Même la grand-mère assurait, paraît-il, quand il avait 3 ans, que s'il continuait à être aussi sûr de lui, il deviendrait président. Autre champion à la une, les Bleus du hand, champion du monde, phénoménal, dit la République du Centre, géant pour la Dépêche du Midi, intouchable pour le Courrier Picard. Des Bleus 6 étoiles pour l'Alsace, c'est énorme, résume La Montagne. Voilà pour la presse quotidienne régionale. Édouard Leclerc, je me tourne vers vous, directeur du département politique et opinion de Kantar Public. Vous publiez ce matin un sondage dans le Figaro. Ça donne Marine Le Pen 25, François Fillon 22, Emmanuel Macron 21, Benoît Hamon 15, Jean-Luc Mélenchon 10, Nicolas Dupont-Aignan 3,5. C'est dans l'hypothèse où François Bayrou ne se présenterait pas. Exactement. S'il se présente, ça ne change pas fondamentalement les grands équilibres. J'ai l'impression que ce qu'on sait ce matin, c'est qu'on ne sait rien, comme dirait l'autre. Alors vous avez raison, il y a un premier élément d'information qui est quand même l'incroyable proximité aujourd'hui de François Fillon et d'Emmanuel Macron dans ce sondage. C'est-à-dire qu'effectivement, en plein Penelope Gate, merci, pardon. François Fillon prend de plein fouet les éléments, l'ambiance, les médias, tout ce qui a été dit autour de cela. Et effectivement, par rapport aux mesures précédentes, il recule de 5 points et se retrouve effectivement proche d'Emmanuel. Un point d'écart, Macron. c'est la marge d'erreur pour vous, pas ? Ils sont à égalité ? C'est complètement la marge d'erreur. Ils sont effectivement exactement dans les mêmes eaux. Le deuxième élément d'information, vous l'avez cité également, c'est Benoît Hamon qui se retrouve effectivement devant. Et ça n'est pas rien, devant Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que la plupart des candidats socialistes, on va dire, que l'on testé, se retrouvaient être le 5e homme. Le 5e homme, là, c'est le 4e homme, ça n'est pas encore gagné, loin de là. Mais effectivement, simplement, le fait de reprendre un peu cette dynamique-là, d'être devant Jean-Luc Mélenchon est un autre fait marquant. Mais vous avez raison, le troisième fait marquant, c'est la grande fluidité de l'électorat. C'est l'incroyable disponibilité, j'allais dire en quelque sorte, des électeurs au discours, à ce que peut mettre en avant tel ou tel candidat. On a une question très simple, qui est une question de, on va dire, du potentiel électoral des candidats. Et cette question est intéressante parce que d'abord, elle nous montre qu'il y a moins d'un électeur sur deux qui dit, pour tel ou tel candidat, être absolument sûr, certain de voter pour lui, ou même envisager de le faire. C'est-à-dire qu'il y a une grande fluidité. Et lorsqu'on va se concentrer sur les électeurs qui nous disent « je suis tout à fait certain de voter pour tel ou tel candidat », certes, Marine Le Pen arrive en tête, mais avec 14%. C'est-à-dire qu'effectivement, ce potentiel électoral, cette sûreté impossible de donner le tiercé dans l'ordre à 3 mois du premier tour de la présidentielle. On est d'accord. On est d'accord. Beaucoup trop tôt. Antonin André, on le disait, Benoît Hamon à 15, Jean-Luc Mélenchon à 10. La victoire de Benoît Hamon, elle bouleverse le paysage à gauche. Ça, c'est un fait acquis. Oui, parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon ne s'attendait pas du tout à retrouver Benoît Hamon vainqueur de cette primaire. Et même quand on revient un peu en arrière, Jean-Luc Mélenchon expliquait « Moi, je ne vais pas dans cette primaire parce que cette primaire est un piège. Cette primaire est faite pour désigner François Hollande ou son héritier, Manuel Valls, et pour tuer le candidat de la gauche de la gauche. » Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Benoît Hamon vient de lui prouver exactement le contraire. Benoît Hamon s'est mis en situation de battre ce candidat officiel, ou en tout cas héritier de Hollande, Manuel Valls, et donc il se retrouve face à un candidat qui est un concurrent direct, un rival direct, qui bénéficie en plus d'une forte dynamique. Donc, pour Jean-Luc Mélenchon, je dirais, il s'attendait à avoir un boulevard avec la désignation de Manuel Valls, et là, il se retrouve
pas dans une impasse, mais dans une situation où il va falloir qu'il explique en quoi les différences avec Benoît Hamon sont telles que sa candidature est justifiée. Édouard Leclerc, on a beaucoup dit que c'était une candidature de témoignage, celle de Benoît Hamon, en l'anticipant un peu la semaine dernière. Vous pensez qu'il lui reste un coup à jouer quand vous triturez vos chiffres, vos données et tout ça? Vous vous dites, tiens, il y a peut-être un espace pour lui ou pas? Alors c'est vraiment son défi. Son défi, c'est de celui aujourd'hui de se constituer un espace. Parce que c'est vrai qu'on passe de la primaire, qui est une forme de jeu électoral important, intéressant, effectivement, mais qui ne concerne, on l'a dit, que 2 millions d'électeurs. Là, on entre, j'allais dire, dans la cour des grands, dans le vrai jeu. On entre en Coupe du Monde après avoir été en seconde ou en première division. Et en général, quand on connaît l'affiche de la Coupe du Monde, ça rebat toutes les cartes? Ça change tout ou pas? Il est important pour Benoît Hamon, par rapport aux défis qu'il peut avoir, c'est d'avoir... On a parlé de sa singularité. Il faut qu'il garde cette singularité alors même qu'il va rassembler. Et effectivement, rassembler et garder une singularité, c'est un premier défi. Il faut qu'il garde cette agilité qui a fait de lui, effectivement, le phénomène de cette primaire, et garder son agilité en grossissant, parce qu'il va devoir aller chercher beaucoup plus d'électeurs. Garder son agilité, c'est un autre défi. Et puis, il faut qu'il passe un peu du statut de start-up, parce que c'est un peu la start-up, on va dire, de cette primaire, à celui de grosse entreprise, parce que là, maintenant, il est face à d'autres qui vont déployer. Donc, c'est vraiment cette idée de créer son espace électoral, d'abord en faisant effectivement ce qu'il vient de faire dans cette intention de vote, c'est-à-dire en prenant à Jean-Luc Mélenchon ce caractère, cette caractéristique de celui qui va rassembler le vote de gauche centrale, même un peu anti-hollandiste, parce que c'est ce qui a fait sa marque de fabrique, mais aussi en repoussant sans doute vers la droite Emmanuel Macron, en le droitisant en quelque sorte, afin de trouver cet espace. La question d'une alliance Hamon-Mélenchon a du sens, parce que si on fait 15+10, on arrive à 25, c'est-à-dire le score de Marine Le Pen. Antonin André, est-ce que le costume de présidentiable lui va à Benoît Hamon, selon vous? En tout cas, c'est un costume taillé sur mesure, un peu customisé, je dirais. On a vu qu'il était surpris au premier tour, Benoît Hamon, quand il s'est retrouvé dans la place de leader, qu'il avait un peu le vertige. Et aujourd'hui, son costume de présidentiable ne s'inscrit pas dans les canons de la Ve République. Par exemple, quand il dit « je préfère le nous au jeu ». Je ne détiens pas la vérité, je laisse ça aux philosophes. On est loin du monarque républicain de François Hollande ou même de Lionel Jospin, dont il revendique l'affiliation. Alors, est-ce qu'il a l'étoffe François Mitterrand, alors, plutôt. Oui, non, mais même, il revendique aussi... Alors, Jospin n'était pas président, mais l'affiliation à Lionel Jospin. Alors, il va falloir quand même qu'il incarne une forme d'autorité, parce que pour rassembler, il faut aussi s'imposer comme un leader. On n'est pas dans une joyeuse colonie où tout le monde vaut la même chose. Il faut qu'il soit le chef, donc il faut qu'il aille vite aussi, et puis il faut qu'il soit capable d'entraîner d'entraîner une organisation effectivement qui dépasse largement le cadre de sa start-up. Alors, si on élargit la discussion à l'ensemble des candidats, Édouard Le Salle, il y a un événement qui est en cours dont on ne connaît pas encore très bien les conséquences. C'est l'affaire le Penelope Gate, comme vous dites. Est-ce que ça va peser lourdement, durablement sur l'opinion? Est-ce qu'il est trop tôt pour le dire? Est-ce que c'est déjà le cas? Alors, c'est déjà le cas, on le voit bien dans l'intention de vote dont on parlait tout à l'heure. François Fillon perd quelques points. C'est-à-dire que nous, notre mesure précédente datait de décembre, c'est-à-dire au moment où il avait été désigné. Il était autour de 30. C'est-à-dire que c'est le moment, dans la dynamique de sa nomination en tant que candidat de la droite, il avait connu une poussée, il avait fait un peu mieux même qu'Alain Juppé, il s'était permis de dépasser Marine Le Pen dans les intentions de vote. Donc là, c'est 10 points de perdus. C'est vrai que par rapport à d'autres enquêtes qui ont été mesurées en janvier, c'est plutôt 5 points de perdus. Mais 5 points, c'est énorme. 5 points, c'est une dynamique qui est importante, en tout cas en sa défaveur. Il faut effectivement qu'il mette les aérofreins sur cet élément-là. C'est vrai que le climat d'opinion, encore une fois, on parlait de sa fluidité, est prêt à entendre ce genre de choses, est prêt à entendre éventuellement les contre-arguments, mais c'est vrai qu'on est sur un fond très compliqué pour lui aujourd'hui. Un dernier mot, Antonin André. François Hollande, il a fait un magnifique tweet pour se féliciter de la victoire de l'équipe de France de hand au championnat du monde. Rien sur la primaire hier soir, rien. En fait, du début à la fin de cette primaire, François Hollande a regardé ailleurs et il l'a fait savoir. C'est un peu, j'en ai rien à cirer, ça n'est pas mon affaire. Alors néanmoins, le résultat d'hier est quand même la dernière pelletée de terre sur le cadavre du quinquennat encore fumant, parce que la victoire de Benoît Hamon, c'est la victoire du candidat frondeur, et son héritier Manuel Valls a été battu, sèchement battu. Donc c'est une fin de règne, je dirais, assez cruelle pour François Hollande. Il reste à savoir si après la dernière pelletée de terre, il y aura une recomposition ou une décomposition. Merci à tous d'être venus ce matin.